Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez particulier, on peut dire, La souveraineté de Freddy Malo. Ça date de 1992. Oui, un texte dense et qui propose une vision, disons, assez radicale de la souveraineté. Exactement. L'idée ici, c'est pas de reprendre la définition du dictionnaire, hein. On va explorer une analyse historique, sociale, et qui affirme que cette notion est en crise profonde. Une crise qui durerait même depuis le milieu du 19e siècle selon Malo. Voilà. Alors, pour y voir clair, il commence par poser une distinction clé, c'est ça, deux pôles. Tout à fait. C'est vraiment la base de son raisonnement. D'un côté, il y a ce qu'il nomme la souveraineté réelle. La réelle, ok. Celle-là, elle est ancrée dans le couple famille-État. C'est le dur, le concret. Et historiquement, pour lui, c'est lié à la propriété privée, à l'exploitation. C'est la base matérielle de ce qu'il appelle la civilisation. D'accord. Famille, État, propriété, exploitation. Ça, c'est le réel. Et en face, il y a quoi? En face, il y a la souveraineté idéale. Là, on change de registre, on parle du couple humanité-individu. Ah oui, C'est l'universalisme, la personne humaine, la conscience, les grandes idées, quoi. les valeurs, les aspirations. Exactement. Mais, et c'est là que ça devient contre-intuitif peut-être, la thèse centrale du texte, c'est que cet idéal, même s'il est mis en avant, glorifié, il serait en fait subordonné au réel, Subordonné, c'est-à-dire. conditionné. Il ne flotterait pas librement. Il dépendrait de cette base matérielle, de la souveraineté réelle. Intéressant comme point de départ. L'idéal serait donc au service du réel, en quelque sorte. Alors, pour comprendre ça, il retrace l'histoire de cette souveraineté réelle, c'est bien ça? Tout à fait. Il nous propose un voyage à travers les grands modes de production en liant ça à l'évolution de la souveraineté réelle. On commence où? L'Antiquité? Oui, Antiquité, couple cité-esclavage, le citoyen est maître, souverain dans sa cité. L'esclave, lui, est un cheptel parlant, une chose, claire. Et après? Après, on passe à l'époque gothique, le Moyen-Âge européen, quoi. Là, c'est le couple principauté-servage. La souveraineté est liée à la terre, au fief. Le seigneur domine, le serf est attaché à la glèbe. L'exploitation change de forme, mais elle est toujours là. C'est ça l'idée. Et selon lui, à chaque étape, ça se perfectionne et en même temps, ça se masque davantage. Moins visible, plus abstrait. Et l'aboutissement, ce serait l'époque moderne? Oui, avec le couple nation-salariat. Le capitaliste possède les moyens de production, le salarié, lui, est juridiquement libre. Pas un esclave, pas un serf. Non, mais il est économiquement obligé de vendre sa force de travail sur le marché. L'exploitation passe par le contrat, le marché. Encore plus masqué, donc. Et cette nation moderne, l'aboutissement de la souveraineté réelle, il en a une vision particulière, non? C'est pas juste un concept universel pour lui. Ah non, pas du tout. Il la voit comme un phénomène historique très précis. Européen à l'origine, France, Grande-Bretagne surtout. Lié à quoi? Au commerce. Oui, essor marchand, besoin d'un marché unifié pour la bourgeoisie, et puis la lutte de l'État central contre les féodaux. Les guerres civiles, tout ça. Exactement. Guerre de 100 ans, la Fronde en France, ce sont des moments clés de cette construction de l'État-nation, selon lui. C'est né dans la violence et la nécessité économique et politique. Ce qui va un peu à l'encontre des visions plus romantiques de la nation, non? L'âme des peuples, tout ça. Carrément, il critique très fort ces visions essentialistes, raciales ou culturelles immuables. Pour lui, la nation, c'est une construction. Les frontières sont contingentes. Il donne des exemples? Oui, il parle de la France, comment la Bretagne ou la Corse ont été intégrées. Il dit que la Wallonie ou le Québec auraient pu être français ou pas. C'est l'histoire qui décide, pas une essence mystérieuse. La nation réelle, c'est un produit de l'histoire économique et politique. D'accord, donc ça c'est pour le pôle réel. Mais revenons à l'autre, l'idéal. Humanité, individu. Si ce pôle est subordonné, quel est son rôle exactement? Il sert à quoi? Alors, il n'est pas juste là pour faire joli, hein. Il a une histoire longue et un rôle crucial, même si c'est ambivalent. Malotte en retrace les origines très loin. Ah oui? Où ça? Dès l'hellénisme, l'Empire romain, l'Orbis Romanus, l'idée d'un monde civilisé, unique. Et en même temps, l'émergence d'une certaine idée de l'âme individuelle, de l'intériorité. Et ça continue au Moyen Âge? Oui, avec l'universalisme de la chrétienté médiévale. Puis ça explose vraiment à l'époque moderne. Les Lumières, j'imagine? Exactement. La philo des Lumières, bien sûr. Kant est beaucoup cité, son projet de paix permanente, cette idée d'humanité rationnelle, pacifiée. Il n'y a pas que Kant.
Non, il mentionne aussi la franc-maçonnerie, son idéal universel, la philanthropie qui émerge, et puis plus largement cette nouvelle exaltation du moi, de l'individu, de sa raison, de ses droits. Mais alors, si cet idéal est beau mais subordonné à un réel moins reluisant, basé sur l'exploitation, est-ce que c'est juste de l'hypocrisie? Un beau masque? Pas tout à fait hypocrisie. Le mot qu'il emploie souvent, c'est promesse non tenue. Ah, promesse non tenue, c'est différent. Oui, l'idéal n'est pas une pure illusion. Il a eu un impact historique réel. Il a mobilisé des gens. Mais sa réalisation complète était impossible dans le cadre de cette civilisation, de cette souveraineté réelle, famille, État, propriété. Mais alors? Alors, et c'est là que ça devient dialectique. C'est justement en forgeant cet idéal, même de façon limitée, contradictoire, que la civilisation a, sans le vouloir, créé les conditions de son propre dépassement, les aspirations, les valeurs. Donc cet idéal limité contenait quand même les germes d'autre chose. C'est ça. Et le communisme, tel qu'il le conçoit, serait justement la réalisation concrète de cet idéal, humanité unie, individu épanoui, que la civilisation n'a fait que promettre. En abolissant la base réelle qui l'empêchait. Voilà. D'où sa critique de ce qu'il appelle l'inversion mentale civilisée. C'est-à-dire? La tendance à croire que ce sont les idées qui mènent le monde, alors que ce serait l'inverse. Ou la tendance à valoriser l'humanité sur l'individu dans l'idéal, alors que dans le réel, c'est la famille qui prime sur l'État. Il y a un décalage constant selon lui. D'accord, on voit mieux cette tension entre les deux pôles. Mais là, le texte marque une rupture. Vers 1850, le ton change. Il parle de décadence finale. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un virage majeur. L'idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, la souveraineté civilisée classique entre en crise. Une crise irréversible. Ce n'est plus juste une évolution, c'est le début de la fin du système. Et ça se manifeste comment, cette crise? Par un changement fondamental? On passerait d'un hégémonisme civilisateur à un hégémonisme militariste décadent. Oula. C'est quoi la différence? Pour l'illustrer, il oppose deux figures, Napoléon et Hitler. D'accord. Napoléon, même avec ses guerres, représenterait encore une phase où l'hégémonie française, en l'occurrence, pouvait paradoxalement diffuser certaines avancées bourgeoises, comme le Code civil. C'était une hégémonie qui transformait encore d'une certaine façon. Et Hitler alors? Lui, il incarnerait la décadence réactionnaire. Son hégémonisme n'est plus du tout civilisateur, même de façon impérialiste. C'est la force brute, la conquête pour la conquête, la destruction. Dans un monde perçu comme des gens en décomposition. Et idéologiquement, ça change aussi, hein? Oui. Le couple idéal humanisme-individualisme, même limité, serait remplacé par un autre couple, jugé pathologique. Chauvinisme-égocentrisme. Ah oui. L'universalisme abstrait céderait la place aux nationalismes agressifs, xénophobes, et l'individu rationnel et potentiellement altruiste se transformerait en un égocentrique exacerbé. La lutte de tous contre tous. Et toutes les tentatives pour humaniser la guerre, comme on dit. Les conventions de Genève, la SDN, l'ONU, comment ils voient ça? Comme des façades, des tentatives un peu désespérées pour maintenir une apparence d'ordre dans un système international qui serait dominé par cet hégémonisme militariste. Ça masque plus que ça ne règle. C'est l'idée. La SDN après 14-18, l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, ce seraient des structures qui montrent qu'on a conscience de la crise, mais qui sont incapables de la dépasser dans le cadre existant. Elles cachent les rapports de force réels. Le texte va encore plus loin, je crois, avec une affirmation assez percutante. Il met démocrates et fascistes un peu dans le même sac. Oui, c'est un des points les plus radicaux, et il faut bien le présenter comme ça. C'est son analyse. L'idée n'est pas de dire que c'est la même chose politiquement ou idéologiquement. Alors, c'est quoi l'idée? C'est qu'ils seraient les deux faces d'une même réalité historique. Celle de la décadence de la souveraineté, fondée désormais sur le militarisme global. La base serait la même, le militarisme décadent, mais pas la justification. C'est ça. Les démocrates, pour lui, ce sont les puissances occidentales établies, les vainqueurs des guerres. Elles justifient leur hégémonie au nom du droit, des principes universels. Mais il juge ça hypocrite. Oui, il dit que ça masque un hégémonisme rentier, celui des puissances dominantes qui veulent surtout préserver leurs acquis, leurs positions, y compris par la force si besoin. Les fascistes, eux, ce sont les challengers. Ils justifient leur ambition hégémonique non pas par le droit établi qu'ils veulent détruire, mais par la force brute, le vitalisme. Ils mobilisent un nationalisme exacerbé, racialisé, revanchard.
Et le nazisme est analysé en détail, je crois. Oui, comme une tentative de répondre à la crise en projetant la logique de la parenté, de la famille, sur la nation entière, le peuple-race, le Volk, un retour fantasmé à des logiques anciennes, mais avec les moyens de l'ère industrielle. Et donc au final, démocrates et fascistes. Au final, malgré leur opposition violente, ils seraient objectivement complices dans le maintien de ce système décadent, différentes stratégies pour gérer la crise, mais à l'intérieur du même cadre condamné. Pour lui, la victoire de 1945 n'a pas mis fin à la décadence, elle l'a juste reconfigurée. C'est d'une perspective assez sombre. Et ça a des conséquences sur la façon dont il voit les pays hors de cet Occident historique. Il parle du Sud, c'est ça? Oui, le terme qu'il utilise pour désigner ce qu'on appelle le tiers-monde, les pays anciennement colonisés. Et là aussi, sa thèse est assez tranchée. Qu'est-ce qu'il dit? En gros, que pour ces pays du Sud, chercher à construire une souveraineté nationale sur le modèle occidental classique, l'État-nation moderne, indépendant, développé économiquement, Comme la France ou l'Angleterre l'ont fait avant? c'est une impasse totale. Une impasse. Pourquoi? Manque de moyens. Pas seulement. La raison profonde, selon lui, c'est que ce modèle occidental de souveraineté nationale, il est mort depuis 1850. Il n'existe plus comme chemin possible. Ah bon? Ce qui domine maintenant, c'est cet hégémonisme militariste global. Et ce système maintient structurellement le Sud dans la dépendance, le néocolonialisme, même après les indépendances formelles. Donc essayer de copier un modèle défunt dans un contexte qui l'en empêche activement, c'est voué à l'échec. Ça remet en cause pas mal d'idées sur le développement, l'aide internationale. Complètement. Il rejette l'idée que l'aide occidentale, ou les stratégies de rattrapage en s'intégrant au marché mondial tel qu'il est, puissent marcher. Pour lui, ça ne fait que renforcer la dépendance. Il va même plus loin, non? Oui, il suggère que la seule voie qui aurait théoriquement pu exister pour une intégration non subordonnée du Sud, une sorte d'assimilation complète, envisagée par certains au XIXe siècle, avant le triomphe du racisme colonial, cette porte-là a été fermée par la décadence occidentale elle-même après 1848. C'est trop tard, en quelque sorte. Bon, le tableau est assez noir, hein. L'Occident en crise terminale, le Sud dans une impasse. Si tout ce système est condamné, quelle est l'alternative qu'il propose? Comment on sort de là, selon lui? Alors, l'issue qu'il présente comme une nécessité historique, pas juste un souhait, hein. La seule alternative à l'autodestruction, c'est ce qu'il appelle la République sociale universelle. République sociale universelle. C'est sa vision du communisme. Oui, il l'assimile explicitement au communisme. Mais attention, probablement pas au sens des régimes du XXe siècle, qu'il verrait sans doute comme des déviations étatistes ou nationalistes. C'est une nouvelle étape pour l'humanité. Et l'idée centrale de cette République sociale universelle, c'est quoi? Oui. L'idée, c'est d'accomplir enfin la fameuse promesse de la souveraineté idéale, l'unité de l'humanité et l'épanouissement des individus. Et comment on fait ça? Justement, en abolissant la base matérielle de la souveraineté réelle civilisée, le couple famille-État lié à la propriété et à l'exploitation. C'est un dépassement radical de l'ordre actuel. C'est vertigineux comme projet. Est-ce qu'il donne des pistes plus concrètes? Ça ressemblerait à quoi? Il esquisse deux grands axes, Complémentaire? indissociables, même s'ils partent des problèmes spécifiques de l'Ouest et du Sud. D'accord, le premier axe, pour l'Ouest. Pour l'Ouest, l'accent est mis sur le social. Il faut s'attaquer aux racines de l'exploitation et de l'aliénation. Ça veut dire transformer radicalement le travail. Le libérer de la contrainte de vendre sa force pour survivre. Exactement. Et transformer aussi la famille traditionnelle. La libérer de ses fonctions économiques, de reproduction, de prise en charge privée des dépendants, ce qui pèse surtout sur les femmes d'ailleurs. Le but, l'épanouissement individuel par la coopération, la libération du temps. Et il y a une mesure concrète qu'il met en avant. Oui, le minimum vital gratuit. Un revenu d'existence universel, inconditionnel. C'est vu comme une étape clé pour commencer à déconnecter survie et emploi salarié. Ça saperait la base du salariat, ça redonnerait du pouvoir aux individus. D'accord. Ça, c'est pour l'Ouest et pour le Sud. Pour le Sud, l'accent est mis sur l'universel. Puisque l'État-nation à l'occidental est une impasse, il faut dépasser activement ce cadre, participer directement à la construction de la nation humaine. La nation humaine. Oui, une communauté mondiale solidaire, lutter contre les divisions nationales héritées qui sont vues comme des obstacles. L'objectif final mentionné, c'est un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial, ça peut faire un peu peur, non?
Oui, mais il faut voir comment il l'entend, hein. Sans doute ou moins comme un super État bureaucratique qui dominerait que comme une coordination administrative mondiale pour gérer les ressources communes, organiser la coopération planétaire. Une administration des choses plus qu'un gouvernement des hommes au sens classique. Et ces deux aspects, le social à l'ouest, l'universel au sud, Ils sont inséparables. L'un ne va pas sans l'autre. La libération sociale à l'ouest a besoin du dépassement du cadre national. Et l'unité universelle au sud a besoin de la fin de l'exploitation qui la mine. C'est présenté comme la seule issue cohérente à la crise, la seule façon de réaliser enfin cet idéal humanité-individu. eh bien, voilà qui nous donne une vision d'ensemble de cette pensée. La souveraineté de Freddy Malos est donc une relecture assez radicale de l'histoire et du présent. La souveraineté, pas un droit abstrait, mais une forme sociale historique, pleine de contradictions, et qui serait en crise terminale depuis plus d'un siècle. Une crise qui n'appellerait pas à restaurer l'ancien ordre, mais à le dépasser complètement vers cette République sociale universelle. Absolument. Et ça laisse une question en suspens, peut-être pour prolonger la réflexion. Oui. Si on suit cette logique, même juste comme hypothèse, qu'est-ce que ça veut dire pour des concepts qu'on utilise tous les jours? L'identité nationale, le progrès, les droits de l'homme. Si tout ça est si lié à des structures propriété, État, famille traditionnelle, que Malot juge non seulement dépassées, mais cause de la crise. Alors, quelle valeur, quelle signification réelle ont encore ces concepts pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on est condamné à les utiliser dans un cadre qui les vide de sens? Ou est-ce qu'il faut, comme il le suggère, réinventer complètement notre façon de penser le monde? C'est une invitation à un examen critique de nos propres certitudes, en quelque sorte. Tout à fait. De quoi réfléchir.